Bonsoir les zines, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis heureux comme Jaja de vous retrouver pour cette nouvelle émission Demain le Monde, la 5e déjà. Si l'actualité vous déprime, que vous avez l'impression que la planète brûle et que la plupart des gens détournent les yeux, si vous trouvez ça anormal que les plus grandes fortunes de ce monde captent toujours plus de richesses alors que la pauvreté monte en flèche et que vous pensez malgré tout qu'essayer de lutter à votre échelle contre ces maux, si vous pensez que ça a du sens, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit parce qu'ici, on ne se résigne pas. Demain le Monde, c'est votre nouvelle émission consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et pour accomplir cette lourde tâche, je serai accompagné de ma go sûre, Louisa Benchaban. Louisa, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Valentin ? On appréhende bien cette 5e émission. C'est ça, on a hâte. Et aujourd'hui, pour refaire le monde avec nous, on vous a ramené non pas un, mais 2 invités de luxe. On est comme ça dans Demain le Monde. À ma droite, à ma gauche, Léo Urban. Comment tu vas, Léo ? Très très bien, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Un plaisir, peut-être un petit cri primal comme ça d'emblée. Voilà, impressionnant. Incroyable. C'est impressionnant. Ce n'était pas un bruitage. Mais moi j'ai le lion. Non, ça on c'est va le passer chat. On a changé de concert. Un début d'émission chaotique. Et à côté de toi, Mehdi et Debra. Ça va la forme ? Oh ouais, la pêche. Il paraît que t'es venu à pied en plus. Ouais. Toujours. Ça Comme bouge pas. d'habitude. Mais là, c'était pas tant de kilomètres que ça. Non, ça va, c'était vite fait. Ça va. Bon les gars, pour vous présenter un peu à celles et ceux qui peut-être ne vous connaissent pas encore, Léo, tu fais partie des grands noms du parcours français, donc cet art qui consiste à se déplacer dans la ville avec agilité et précision. T'as poussé le truc très très loin, t'as même fini par grimper des gratte-ciel à main nue, la tour Montparnasse à Paris par exemple, excusez du peu. Mais depuis quelques années, t'es retourné à la forêt, t'es retourné à la nature et tu grimpes dans les arbres, tu te balades de branche en branche et tu racontes justement ce parcours dans un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Humanimal. Mehdi, toi, t'es aussi un aventurier mais dans un autre registre. Ça fait plusieurs années que tu fais des marches assez titanesques en solo. T'as fait Paris-Lisbonne, Paris-Copenhague, à chaque fois avec ton sac à dos, ta tente, ton petit réchaud pour te faire à graille. Et l'année dernière, t'as fait Paris-Alger, aller-retour à pied pour rendre visite à ton grand-père, un défi incroyable. On est très heureux de vous réunir tous les deux, les gars. Vous avez tout à fait votre place dans cette émission parce que vous nous inspirez, vous habitez le monde d'une manière un peu différente. Vous reconnectez à la nature, à l'effort, à des plaisirs qui sont simples et sains. Pour commencer, est-ce que vous vous connaissiez avant d'arriver dans ce studio ? Personnellement, non, mais je le suivais sur les réseaux sociaux. Ok, tu voyais ce qu'il faisait un peu. Ouais. Moi c'est une découverte, je l'ai rencontré juste avant l'émission, donc on a déjà pas mal échangé et on a matché. Voilà. Ouais, c'est Génial. des profils qui peuvent correspondre. Messieurs, cette émission, elle s'annonce passionnante, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une tradition, c'est qu'on évacue nos émotions contraires, nos hypes, nos seums, et on commence tout de suite avec toi, Louisa. Alors Louisa, qu'est-ce qui t'a hypé ces derniers temps ? Alors moi j'ai été hypée par un juge brésilien qui a ordonné aux abattoirs de financer la reforestation en Amazonie. Il faut savoir qu'en ce moment et cette année notamment, il y a eu pas mal de procès contre les industriels de la viande en Amazonie pour leur demander de compenser les dégâts environnementaux faits par les abattoirs dans cette région-là. Et la décision de ce juge, c'est la première du genre, de demander des réparations justement pour reforester l'Amazonie. La loi au Brésil interdit l'élevage sauvage dans une zone protégée. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout respecté. Par exemple, il y a même une réserve où il y a 210 000 têtes de bétail élevées totalement illégalement. Et 80% de la forêt de cette réserve a été totalement dévastée à cause de l'industrie de la viande, encore une fois. Et ces élevages, c'est la première cause de la déforestation en Amazonie plus généralement. Il y a eu une enquête menée par le consortium Forbidden Story qui disait qu'en 6 ans, il y a eu 17 000 km² de forêt amazonienne qui a disparu en lien avec l'industrie de la viande. Donc c'est des pans entiers de forêt qui sont rasés pour installer des élevages bovins dessus. Et puis l'industrialisation de l'élevage, ça cause aussi une demande de soja qui augmente pour nourrir les animaux. Et puis tu as plein de pays sud-américains qui se sont spécialisés justement dans le soja. Et donc il y a de plus en plus de terres qui sont rasées. Et puis l'industrie du soja, c'est extrêmement polluant aussi. Il y a pas mal de pesticides, tout ça finit dans les terres amazoniennes. Bref, c'est un cercle totalement destructeur pour l'Amazonie. Donc il faut protéger l'Amazonie parce que l'Amazonie, c'est le dernier rempart de la planète contre le réchauffement climatique. C'est urgent de protéger cette forêt et de trouver des moyens de la restaurer. Donc un bon point pour ce juge amazonien. Léo, toi qui y as été, j'imagine que t'es hypé aussi par cette nouvelle.
Complètement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est détruit en Amazonie à cause de l'élevage, à cause du soja, à cause de ces terres qui brûlent, c'est des forêts qui sont irremplaçables. Ce sont des sols qui brûlent, qui stockaient énormément de carbone depuis des millions d'années. Et ces terrains-là sont irremplaçables, du moins pendant les prochaines centaines de milliers d'années. Donc on perd de la forêt, mais du moins de notre vivant, on ne la reverra plus jamais. Donc c'est ça qui est, j'ai même pas envie de dire dommage, mais qui est dramatique. Et d'une autre part, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre que ce monde qui est si beau, qui est si prestigieux, qui est si magique, qui nous donne tant, on en a un peu rien à foutre. Moi j'ai aussi eu le seum récemment. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Ce qui m'a foutu un maxi seum, c'est toute l'histoire autour de Mudeng, le bébé hippopotame nain né dans un zoo en Thaïlande. Vous en avez entendu parler un peu ? Pas du tout. Pas du tout. Ouais, j'ai Ok. vu un petit peu, moi. Toi, t'as vu, Ça me fait Louisa. la peine. Bah, j'espère que je vais pas être l'aigri de service, hein, parce que oui, moi aussi, ça m'attendrit de voir des animaux mignons sur les réseaux, mais je trouve que là, c'est allé méga loin. En gros, Mudeng, c'est un bébé hippopotame qui a été filmé par un zoo pour promouvoir un peu le lieu. Sauf que là, ça a explosé, les stats étaient folles, tout le monde trouvait cet animal mignon, Internet s'en est emparé, il y a eu plein de détournements, il y a même Sephora qui a fait un tuto make-up pour se maquiller comme Mudeng. Bref. Ouais, bref, est-ce qu'on pense que justement le traitement médiatique est catastrophique derrière ? Merci Louisa pour cette question que je trouve très 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 pertinente. Si vous Improvisé. écoutez l'émission depuis le début, vous savez qu'on est assez critique du traitement de l'écologie par certains médias mainstream. Et là encore, ça n'a pas manqué. Toutes les chaînes ont surfé sur ce bébé hippopotame, se sont accrochés à Mudeng pour gratter de l'audience, avec toujours le même angle évidemment, celui du buzz sur les réseaux. Résultat, les visiteurs ont doublé. Il y a même des gens qui se sont mis à lui jeter de la nourriture et des coquillages dessus pour le voir bouger. Rien que de le dire, ça me fout en rogne. Et encore une fois, c'est dommage parce que moi, je trouve ça cool qu'on soit attendri par des animaux sur les réseaux, qu'on ait envie de les cajoler. Sauf que là, Mudeng, ça a encore été une énième trend qu'on a fini par jeter comme une vieille chaussette. On aurait pu en parler mieux. On aurait pu rappeler, par exemple, que l'hippopotame pygmée est une espèce menacée. Que s'intéresser aux animaux exotiques, c'est cool. Mais si on veut vraiment faire quelque chose pour eux, on peut, par exemple, éviter de consommer certains produits qui nécessitent la destruction de leur habitat. Pas juste faire du bruit et ciao, bonsoir, comme un vulgaire objet de consommation. Toi, Louisa, ça t'a un peu dégoûté aussi cette histoire, je crois. Bah oui, ça me fait de la peine parce que c'est devenu carrément une figure de pop culture ce petit Mudeng, et je crois que le zoo en plus a été inquiété derrière parce qu'ils font du gavage sur les animaux pour les rendre toujours plus mignons et attirer toujours plus de monde. C'est vraiment catastrophique. contre-productif, quoi. Ouais. Le but, c'était censé permettre à ces animaux de survivre parce qu'ils sont menacés à l'extérieur, et au final, ils deviennent des Ils sont objets de totalement consommation, exploités. quoi. Nous, on veut savoir comment tout ça a commencé pour chacun de vous. Léo, pour commencer, je le disais juste avant, toi, tu as d'abord évolué dans le parcours classique, urbain, on va dire. Tu as poussé le truc très loin, jusqu'à grimper la tour Montparnasse à main nue, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres tours. À quel moment tu as switché, à quel moment tu en as eu marre de la ville et tu t'es dit, en fait, je veux retourner à la forêt? En fait, très tôt, parce que la base est vraiment la forêt. J'ai grandi dans la nature en Andorre, j'habitais là-bas, mes parents m'ont sensibilisé énormément à ce milieu-là, aux animaux et à tout ce qui entoure notre monde. Donc j'ai eu une éducation un peu différente par rapport à ça, parce que j'étais vraiment éveillé sur l'environnement naturel, parce que j'habitais en Andorre par mes parents. J'ai connu le parcours plus tard, quand j'étais ado, par le film Yamakasi, qui a marqué un peu toute Ça ma nous a tous génération. Et très rapidement, en fait, j'habitais dans la nature et j'avais la possibilité de pouvoir switcher entre l'urbain, la nature. Et rapidement, en fait, l'environnement urbain s'est transformé en rochers, terrains accidentés, branches, etc. Et c'est là où j'ai commencé à faire ma découverte, on va dire, de ce qu'aujourd'hui j'appelle le parcours primal. Mais au lieu de regarder des vidéos de mecs qui font du parcours, je regardais des documentaires de singes qui se déplacent dans les arbres. Chimpanzés, bonobos, orang-outans, gorilles, etc. Et c'est là où j'ai puisé un petit peu tous ces mouvements, tout le savoir qu'ils avaient à me transmettre, parce que je n'avais pas les moyens d'aller sur place. Et j'ai découvert cette manière de bouger très ancestrale, qui est dans nos gènes, mais qui, en même temps, nous caractérise aujourd'hui en tant qu'espèce, parce qu'on a marché autour de la planète pour la conquérir d'une certaine façon, mais en même temps aussi, on vient de la jungle, on vient des arbres, on vient de
de ce milieu-là qui nous a façonné pendant des millions d'années. Et je pense que de revenir à ça, c'est ne pas s'oublier en tant qu'espèce. Et toi, Mehdi, t'as explosé sur les réseaux sociaux il y a 2 ans avec ton défi Paris-Alger, mais c'est pas le premier du genre. Comment ça a commencé pour toi, justement, la marche ? Alors moi, ça a commencé en 2015 par Paris-Marseille à pied. C'était la ville, moi. J'ai grandi à Paris. J'avais jamais monté de tente. Et comme ça, du jour au lendemain, je suis parti marcher jusqu'à Marseille. J'avais pas prévenu ma famille. Je leur ai dit que je partais en vacances. Mais c'était quoi le déclencheur ? Pourquoi t'as eu envie de faire ça ? Tout le monde ne fait pas ça, tu vois. C'est vrai. Franchement, je pense que je me suis juste écouté à ce moment-là. J'en pouvais plus. J'aimais pas spécialement mon travail. J'aimais pas spécialement mon mode de vie. Et donc, il y a eu comme ça un élément. Du jour au lendemain, je suis parti. Paris-Marseille. Solo en plus. Et t'es attiré. Je suis parti avec quelqu'un que je connaissais pas très bien. Ah, ok. Ouais, je suis parti avec quelqu'un comme ça que je connaissais pas très bien. Et on est parti à l'aventure. Donc lui, quelquefois, il a continué en autostop. Mais moi, je me suis fixé le truc à pied. Et je suis arrivé à Marseille, voilà, en 17 jours. Je suis parti comme ça. Je me suis écouté, en réalité, c'est ça. C'est la seule réponse que je peux donner, c'est que je me suis écouté. Et je suis très content. Et t'as bien fait, Avoir manifestement. écouté, ouais. Léo, toi, tu grimpes aux arbres, on l'a dit, sans assurance, mais tu le fais aussi pieds nus, parfois même entièrement nus. Je pense à une vidéo en Amazonie il y a 1 an où t'étais vraiment full naked, comme on dit. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre de moment ? Pas le fait d'être nu, mais déjà d'être pieds nus, mains nues, quand t'es dans un arbre comme ça, comment tu te sens en fait physiquement ? Mais il y a un contact, il y a une attention particulière sur ce que tu fais parce que tu es obligé d'être concentré. Le pied, il est dénudé, donc forcément tu regardes où tu marches, tu regardes où tu places ton pied, tu es en hyper conscience. C'est ça qui change de tous les jours où tu peux être sur ton téléphone en train de scroller ou dans la rue en train de penser à tes problèmes. Là, il n'y a rien d'autre qui compte plus que ce que tu es en train de faire. Et je pense qu'on se rejoint pas mal avec Mehdi avec ça, c'est que c'est une méditation physique dans laquelle on se plonge en permanence parce que c'est notre écoute. On s'écoute énormément et je pense que c'est ce qui diffère de beaucoup de gens, malheureusement aujourd'hui, où on est dans cet engrenage de faire des choses, de ne jamais s'arrêter, d'être hyper stimulé. Et la nature, elle nous ramène à un calme, à un silence et à nous-mêmes. Et c'est ce que tu dis souvent dans les interviews, c'est que quand t'es en haut de l'arbre, en fait, tu penses à rien à part le moment que t'es en train de vivre, quoi. Dans ta tête, c'est vraiment t'es focus sur le saut, focus sur là où t'es et t'arrives à faire le vide complètement, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est très rare aujourd'hui d'être seul, d'avoir ces moments privilégiés avec soi-même, mais aussi dans la nature, quand tu es à 50 mètres en haut d'un arbre, en Amazonie ou d'autres pays. Je veux dire, la vue, le moment que tu es en train de créer, il est juste magique, unique. Souvent, je revisionne les images après et je me rends compte à quel point j'ai été chanceux d'être dans cet endroit où peut-être il y avait même des espèces d'insectes ou de plantes qui n'ont jamais été étudiées par la science. Et de pouvoir côtoyer ce monde magique comme dans Avatar, c'est incroyable. T'arrives à savourer d'ailleurs sur le moment où t'as vraiment ce côté stress, adrénaline, qui fait que, attends, quand même je suis à 60 mètres de haut, faut que je fasse très attention. Est-ce que t'arrives quand même à te dire, tiens, c'est quand même joli là où je suis ? Non, au contraire, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que tu t'es stressé à certains moments, mais ça se simplifie énormément. C'est-à-dire que la peur disparaît à partir du moment où tu commences à être au contact de la liane, au contact de l'arbre, au contact de ce que tu es vraiment en train de faire. Et là, tout ça disparaît pour laisser place à des choses très simples. La survie, l'ascension, arriver en haut. Et puis après, arriver en haut, forcément, c'est comme renaître un petit peu. C'est indescriptible. Et puis tu profites. Mehdi, toi, comme le disait un peu Léo, quand vous faites vos aventures, vous êtes un peu face à vous-même. Ouais. Toi, c'est le cas quand tu marches, il t'arrive d'être seul pendant un long moment. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe dès lors que tu termines ta marche, quand tu revas dans ton quotidien et comment tu le vis finalement, ce retour Ça dépend des marches. Mais le retour de ma dernière marche, donc Paris-Alger à pied, le retour était très difficile. Ouais, c'était vraiment très très dur de retourner à Paris, de voir la même chose un peu tous les jours, de se sentir comme dans un labyrinthe entre les immeubles. C'est un peu ce que ça me fait. Donc le retour était très difficile. Je l'ai très mal vécu et j'essaye de... J'essaie de partir déjà. J'essaie de partir. Ouais. Ou partir peut-être un peu plus loin dans les Yvelines.
Mais ouais, les retours sont très difficiles. Et c'est pour ça que quand j'ai fait Paris-Alger la première fois, j'ai décidé de faire le retour parce que j'ai pas eu ce que je voulais. J'avais besoin de... Pas assez. C'est 5000 km, c'était pas assez. Voilà, c'était pas assez. Donc j'ai fait le retour et j'ai fait 6000 km et heureusement. Et là, tout de suite, juste le fait d'en parler, ça me manque. Nous, en tout cas, on est persuadés que si plus de monde rêvait de vivre le genre d'aventure que vous vivez, au lieu de chercher la fortune et les possessions matérielles, le monde irait beaucoup mieux aujourd'hui. Et peut-être que pour tout ça, il faudrait aussi utiliser le levier politique. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement en place est plutôt calé immigration et économie qu'amélioration et écologie. Donc, on va pas compter sur lui et on va plutôt vous proposer, Léo, Mehdi, de constituer votre propre gouvernement. Messieurs, c'est une première dans l'histoire de la 5ème République. Michel Barnier a été censuré, le président Emmanuel Macron s'est finalement rendu compte que tout ne peut pas reposer sur un seul homme, mieux vaut tard que jamais. Vous rentrez donc officiellement à Matignon. Et nous, on veut savoir qui vous mettez dans votre gouvernement et pourquoi, sauf qu'on vous rajoute une petite difficulté, vous n'avez pas le droit de citer de personnalités politiques. Pour commencer, peut-être Mehdi, qui tu mettrais au ministère de la Jeunesse et des Sports ? Ministère de la Jeunesse et des Sports. J'hésite. Jam Corps DZ. Je sais pas si tu connais. Je connais pas, dis-moi qui c'est. C'est un youtubeur qui fait des vidéos sur la musculation. Et j'aime bien ses conseils. Okay. C'est quelqu'un que j'admire particulièrement. Donc je mettrais... C'est quoi, comment tu as dit ? Ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Okay. et à la culture, Mehdi, tu mettrais qui par exemple ? Je sais pas. Là, faudrait réfléchir encore. Là, Léo, toi, t'aurais une idée à la culture, quelqu'un que tu verrais ? J'aime bien un mec qui est un peu loufoque, qui s'appelle Albert Dupontel. Ok. Je pense que vous le connaissez. Bien sûr. Qui a fait des films qui sont complètement déjantés, mais qui ont un fond très intéressant. Et je pense qu'en termes de culture, déjà, c'est quelqu'un qui est très cultivé, mais qui pourrait apporter quelque chose aussi d'un peu plus barré aussi. Je pense qu'on en a besoin aussi d'un peu plus de légèreté. C'est ça. Et si vous deviez vous mettre d'accord sur 2-3 mesures à mettre en place en priorité, ce seraient lesquelles ? Le plastique, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Interdire le plastique ? Interdire ? Comme on a fait avec le masque du jour au lendemain, ce port du masque a été obligatoire. Bam, les gouvernements qui se mettent d'accord pour essayer d'arrêter le plastique, de trouver une véritable solution. On en parlait en plus, je crois que c'était lundi, avec MC Danse pour le climat, le Burkina Faso qui justement se lance dans ce projet-là. C'est ça, on soutient. Zéro plastique. Une mesure peut-être, Mehdi, auquel tu penses Je sais pas, j'ai envie de te dire obliger les gens de marcher, mais... Je plaisante, mais ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée. En vrai, c'est une putain d'idée. Une journée de la marche pour tout le monde. Ouais, de ouf. Faut en parler avec ton ministre des Sports, du coup, Diable Z, s'il nous entend. Voilà, faut réfléchir à cette première mesure. Si on a eu envie de vous recevoir aujourd'hui, de vous réunir dans une émission qui parle notamment du combat écologique, c'est parce que vous nous inspirez dans votre manière d'habiter le monde, vous nous faites rêver autrement. Mais tout ça, c'est pas forcément clairement revendiqué. Est-ce que quand même il y a une démarche un peu écologique dans ce que vous faites, ou c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience ? Mehdi, peut-être pour commencer. Alors non, j'en ai pas eu forcément conscience. Bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit mais tu te rends compte de ce que tu fais et tout. T'as des émissions de CO2 négatifs. Ça existe. Mais non, la démarche de base, elle n'est pas écologique. Mais le message qui était important pour moi, c'était vraiment de dire aux gens, n'ayez pas peur des autres. Plus ça, c'est vraiment, n'ayez pas peur du monde, quoi. Allez à la découverte du monde, allez-y. C'était vraiment le message qui était important pour moi, en dehors bien sûr de tout ce qui est associatif et qui est lié à mes marches. Ouais. Toi, t'avais un peu ça dans le fond de ta tête, Léo, ou pas spécialement ? La nature m'a rendu forcément plus fort. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est à moi de rendre à la nature, d'une certaine manière, cette force qu'elle m'a donnée. Le monde ne tourne plus vraiment très rond aujourd'hui, comme on dit. Et c'est vrai qu'on conçoit les choses très cérébralement, très intellectuellement. Mais le fait d'avoir un contact avec un arbre et de ne pas l'intellectualiser, oui, un arbre, ça stocke le CO2, ça produit de l'oxygène, etc. C'est important. On le conçoit comme un objet, c'est presque ridicule de le voir comme ça. C'est pour ce qu'il peut nous apporter, alors que c'est plus que ça, quoi. Bien sûr, et je pense que
au travers des cours que je peux donner, au travers des vidéos, au travers de certains... je bosse avec Canal+ aussi pour essayer d'apporter des choses à des communautés autochtones ou à ce que j'appelle les héros de l'anonyme qui se battent pour préserver la biodiversité de leur région. C'est de renouer avec la nature, avec un contact charnel avec tous nos sens. Et là, on apprécie d'autant plus la nature parce qu'on la comprend. Et toi, Léo, d'ailleurs, tu es même engagé avec la fondation Jane Goodall. Jane Goodall, c'est la première scientifique au monde à avoir observé de près les chimpanzés. Aujourd'hui, elle œuvre pour la protection de la biodiversité avec sa structure. Qu'est-ce qu'elle t'inspire aujourd'hui, cette femme ? Elle m'inspire un message de paix, d'amour, au travers d'un combat. Parce qu'on a l'impression que le combat, il doit toujours être au travers de l'agressivité, de la haine. Et au final, déjà, c'est une femme. Donc, c'est une grande figure, mais c'est une femme. Et pour moi, ça m'inspire énormément dans le monde dans lequel on vit, qu'elle représente ce message aussi fort et aussi protecteur de la nature. On a vraiment besoin de gens comme ça. Aujourd'hui, elle a 90 ans. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des gens qui inspirent toujours ce message de paix. Toi, Mehdi, on parlait tout à l'heure de Paris-Alger, Ouais. mais c'est vrai que là, tu as fait un nouveau défi, tu as passé 6 mois solo dans la montagne. Alors, Ouais. je dis, L'inverse. en tout cas, tu t'es lancé ce défi de passer 6 mois solo dans la montagne avec 7 poules. Voilà. Comment ça s'est passé un peu cette expérience d'autosuffisance ? Alors, Qu'est-ce que tu peux nous dire pour le moment ? c'est Parce ça, que ouais, c'est pas sans encore spoiler. sorti. Les vidéos sortent aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, Allez exactement. voir. Donc, sans spoiler, c'était finalement presque totalement à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je suis en mouvement. Là, je reste sur place. Et tu rencontres 1000 personnes aussi. Je rencontre 1000 personnes. Là, je suis tout seul. Donc, c'était une nouvelle expérience. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais. Ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu t'attendais à quoi et qu'est-ce que tu as trouvé du coup ? Ah, je peux pas le dire. Enfin, ouais, à quoi tu t'attendais en tout cas ? Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple. Ouais. Ma compagnie, ça n'a pas forcément été la meilleure. Ma propre compagnie, du moins. Ok. Ouais. Mais j'ai appris un petit peu avec cette expérience au fur et à mesure à m'apprivoiser, on va dire, petit à petit. Et c'était quand même... C'est très difficile, c'était une très belle expérience. Et j'ai hâte. J'ai heureux de hâte. l'avoir fait, quoi. Ouais, La conclusion, c'est qu'on a besoin des gens. Ouais. Si je peux donner cette conclusion, c'est que personne... Je pense je revendiquais avant que j'étais quelqu'un de solitaire, mais maintenant je vais plus le dire. On a besoin des uns et des autres. Et justement, quand tu as été jusqu'à Alger à pied, Oui. donc pas loin de 5000 km, encore une fois, Ouais. tu es aussi rentré à pied, donc tu as fait 10 000 km. C'est ça. Il y avait la partie aussi réflexion écologique qui t'a poussé à relever ce défi. Bon, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu avais aussi une démarche où tu faisais attention à ne pas laisser de traces là où tu passais. Bien sûr. Donc ça, voilà, Bien sûr. c'était un truc que tu faisais volontairement, que tu communiquais dans tes lives. Bien ou sûr. Alors, Bien sûr. Quand j'installe ma tente quelque part, je laisse l'endroit exactement comme je l'ai trouvé. Ça me semble Ouais, la base. Ouais, la base. La ouais, base. C'est la base. Toi, Léo, quand tu vas par exemple en Amazonie, à Sumatra, j'imagine que tu vas pas à la nage. Tu es obligé de prendre l'avion. Tu le disais, c'est aussi le contact de la nature qui t'a fait prendre conscience aussi de pourquoi il faut la protéger. Est-ce que, parce que tu t'es beaucoup entraîné aussi dans les forêts européennes, donc tu n'es pas forcément parti toujours hyper loin. Est-ce que maintenant tu as une réflexion par rapport à l'avion, parce qu'on sait que c'est le moyen de transport le plus polluant. Est-ce que tu essayes soit de le prendre le moins possible, soit quand tu en prends un, de rester vraiment longtemps sur place pour faire le plus de contenu, grimper le plus d'arbres possible ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? L'avion, c'est vraiment de la D, on va le dire. C'est vraiment très polluant, comme tu as dit. J'essaye de dealer avec ça en me disant que j'apporte ma petite pierre à l'édifice, en apportant de la visibilité, de l'argent même, au projet des locaux, ces fameux héros de l'anonyme dont je parlais. Ça me rassure. On n'est pas parfait. Déjà, personne ne l'est, et c'est très dur aujourd'hui de pouvoir incarner cette perfection dans un monde qui nous pervertit en permanence. Donc j'essaye de me rassurer avec le fait de pouvoir apporter cette visibilité, de faire du contenu qui inspire les gens aujourd'hui, parce que c'est vrai que, j'aime pas ce mot-là, mais j'influence des personnes à se retrouver dans la nature, mais au final, j'influence pas les gens à faire comme moi, à prendre l'avion. Ouais. Et d'avoir ce contact avec la nature, c'est le plus important pour moi.
Et c'est la manière la plus importante de pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Et quand tu te déplaces, tu as toujours un petit mot pour ce qui se passe localement, que ce soit en Amazonie, à Sumatra. Tu as toujours un mini état des lieux un peu de la déforestation, ce qui se passe. J'essaye d'être le plus réaliste possible, c'est-à-dire que je me cache pas du fait que je prends l'avion, effectivement, et je ne cache pas ce qui se passe sur place aussi. La situation, qu'elle soit bien ou qu'elle soit moins bien, il faut être le plus honnête possible par rapport à ce qui se passe aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent certains endroits, mais en fait ça se passe pas forcément comme on l'a préconçu. Et je pense que c'est important de dévoiler certaines choses qui sont dans l'imaginaire collectif, peut-être une utopie ou qui se passe pas exactement comme on l'imagine. Mais si on va reprendre la discussion, mais avant on voulait aussi donner la parole à d'autres personnalités, d'autres figures du combat pour l'écologie, pour préserver l'habitabilité de notre planète tout simplement. On voulait aussi tendre le micro à des gens qui sont un peu moins sous le feu des projecteurs, mais qui changent les choses à leur niveau, dans leur secteur. C'est l'heure d'écouter notre bifurqueur du jour. Vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Vous pouvez bifurquer maintenant. Ne nous appelle-t-on pas les bifurqueurs? Et Louisa, t'es allée à la rencontre d'un homme aux 1000 vies et qui aujourd'hui a pleinement intégré le dérèglement climatique à son art. C'est ça, j'ai rencontré Sendo, un artiste qui vit en Seine-Saint-Denis. Il touche un peu à tout, il a commencé par la poésie et s'est intéressé au rap comme son grand frère qui l'y a initié. Il s'est mis à la danse hip-hop après comme sa sœur. Aujourd'hui, on peut le voir au théâtre, d'ailleurs c'est là-bas que je l'ai rencontré. Enfin bref, il aime dire que c'est un touche-à-tout, c'est un créatif. Et peu à peu, il a commencé à mettre son engagement notamment pour l'écologie au centre de son œuvre depuis qu'il a été sensibilisé lors d'un voyage au Congo, son pays d'origine. Alors qu'il était enfant, il accompagnait sa sœur lors d'un voyage humanitaire après une explosion de matériel. Et en allant au Congo, on s'est rendu compte des problématiques écologiques. On a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui se retrouvaient déjà après l'explosion sans travail, sans rien, avec des habitations qui n'existaient plus. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on s'est dit, en fait, on pouvait répondre à une urgence écologique et à la fois sociale en même temps, en formant à l'agriculture biologique au Congo-Brazzaville. Gratuitement, sur des formations de 2 ans. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à l'écologie, en la pensant depuis les Suds notamment. À partir de ce déclic, il a commencé à chercher un moyen de s'engager pour la cause environnementale. Il a même été un moment assistant de scientifique en forêt amazonienne pendant 1 mois, mais il s'est dit que l'aventure comme vous, c'était pas du tout son truc. Je me suis dit, ok, c'est trop bien, je vois l'écologie, je vois ce qui nous fait vivre jusqu'ici, les poumons de la planète, forêt amazonienne, Congo, etc. Je vois, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un d'urbain, laissez-moi dans mon hip-hop, voilà, laissez-moi dans ma ville. Mais par contre, je sais que nos villes, ce que sont nos villes, et que c'est des constructions qu'on est en train de faire, et qu'en fait, la réelle vie, on est dans une vie réelle, bien sûr, mais la vie qui nous nourrit, qui nous fait respirer, elle est ailleurs. Et si on tue ça, c'est mort. Alors il a alors cherché un moyen de s'engager pour les causes qui le touchent sans pour autant se détourner de ses passions. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie pour participer à cette réduction de pollution, à cette réduction de souffrance, on va dire, et en étant heureux aussi d'un point de vue égoïste. Et je me suis dit, en fait, ça passe par l'art. Je crois qu'en tant qu'artiste, c'est un métier essentiel. Les lois sont faites par des gens qui écoutent de la musique, qui lisent, qui réfléchissent, qui vivent en société, où la culture occupe une grande place. Et en fait, c'est la culture, nos représentations qui vont vraiment avoir une influence sur ce qu'on fait dans la société. Pour rassembler du monde autour de l'art et de l'écologie, il a décidé de créer une série d'événements qu'il a nommée Bœuf sans viande. Le bœuf, c'est une improvisation en jazz et sans viande, parce que c'est dans une ambiance végétale, avec de la nourriture végétarienne qui est proposée. Et du coup, il s'agit de poètes qui viennent du rap, de ghostwriters, écrivaines, journalistes, qui viennent pour en fait, faire leurs textes, accompagnés de musiciens jazz en live acoustique. Il est possible de créer un lieu où la poésie rime avec la musique, comme c'est le cas dans plusieurs formes d'art déjà, dont le rap, et avec un message ou une atmosphère écologique. Alors pour suivre l'actu de Sendo, vous pouvez aller voir son compte Insta, l'arbre qui pousse. Et si vous souhaitez assister à l'un de ses prochains événements, vous pouvez le suivre sur son compte Insta, Bœuf sans viande. Merci Louisa, on va aller checker ça. Vous les gars, ça vous est déjà arrivé d'être sensibilisé à des sujets via l'art, via une œuvre d'art? Vous êtes plongé dedans après l'avoir vu, après l'avoir écouté? Moi, ma Bible, c'est un peu le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et les descriptions qui sont faites de la nature, déjà j'étais petit quand je lisais ça et tout, et c'est vrai que c'était très bien décrypté. Il y avait presque une description organique en fait de la nature. Les arbres, les haies, etc., les montagnes. On se sentait vraiment plongé dans l'univers. Et
ça m'a sensibilisé beaucoup à essayer de voir la nature avec les yeux de Tolkien avant de la voir avec mes propres yeux. C'est clair qu'on peut grave avoir une lecture écologique de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Totalement. Léo, Mehdi, on va continuer de parler de conversion, d'initiative, de se projeter. Vous écoutez toujours Demain le Monde, vous êtes au bon endroit. Demain le Monde avec Valentin et Louisa. Move. Et Léo, Mehdi, un autre de vos points communs, c'est que vous voyez des animaux que personne ou presque ne voit. Toi, Léo, évidemment, les grands singes, aux côtés desquels tu as même déjà grimpé. Toi, Mehdi, au cours de tes marches, tu as aussi vu pas mal d'animaux de près. Je me rappelle, tu avais fait un TikTok où tu montrais, il y avait des sangliers, des cerfs, des chèvres des montagnes aussi, un peu plus atypiques. Quand vous êtes au contact de la vie sauvage comme ça, qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Est-ce que vous vous projetez dans un monde avec plus de vie sauvage ? Ouais, carrément. En fait, les moments où je vois des animaux, c'est une parenthèse pendant ma marche. Ça te rebooste un peu ? Ça me rebooste et ça m'oblige à m'arrêter. Ouais. Moi, je déteste m'arrêter. Donc, c'est des moments magiques. On perd pas de temps sur le planning, sauf quand il y a des animaux. Exactement. Et toi, Léo, grimper avec les grands singes, qu'est-ce que ça te fait ressentir ? C'est juste exceptionnel en fait, et même au-delà des grands singes, quand je croise, je suis émerveillé devant une biche, un chevreuil, un oiseau. Je veux dire, c'est une sensation qui nous renvoie au passé. J'appelle ça même pléistocénique, l'époque pléistocène, où des animaux, il y avait quatre espèces différentes d'éléphants qui peuplaient l'Europe avant, sans parler des félins, des ours, etc. Je veux dire, on a côtoyé un monde, on le partageait avec des animaux gigantesques. Aujourd'hui, d'en voir, on peut dire que c'est une chance, surtout ici en Europe. C'est pas tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'émerveillement qui renvoie déjà à l'enfance, mais aussi beaucoup à cet ADN en fait qu'on a eu de côtoyer ces grands animaux pendant des centaines de milliers d'années. Ouais, ça a l'air fou. C'est ça, et c'est vrai que ça donne très envie de partir à l'aventure. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vous suivent, qui ont envie de faire la même chose. Mais c'est vrai qu'au début, on se pose peut-être la question de l'équilibre économique aussi. Vous, comment vous avez fait au début ? Est-ce que c'est une question que vous êtes posée pour gérer cet aspect-là ? Moi, je me suis dit, il faut que tu fonces, après on verra en fait. C'était vraiment... Je viens pas non plus d'une situation économique qui m'empêchait complètement de faire les choses, c'est-à-dire que voilà, je bossais un petit peu à côté, mais je m'entraînais comme un taré, et le jour où je me suis vraiment résolu à me lancer sur YouTube, sur le réseau, c'était quelque chose qui était réfléchi depuis très longtemps. J'étais sauvage dans mon coin et puis bam, je me suis lancé sur ça, et ça s'est construit après. Mais je pense qu'on peut pas construire si on n'a pas une espèce d'envie flamboyante qui nous habite en fait. Et après, les choses se construisent naturellement autour de ça. Mais il faut avoir une espèce de force de frappe qui régit un petit peu toutes nos envies. C'est ça, ouais. Je rejoins Léo. Et ouais, moi, je suis toujours parti comme ça. Je travaillais, je mettais un peu d'argent de côté. Et je revenais sans rien. Et après, je recherchais un nouveau travail. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Ouais. Il y a aussi un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu un peu tes vidéos, Mehdi, et je pense que tu peux te retrouver dedans aussi, Léo, c'est que l'effort que vous faites, en fait, ça décuple le plaisir que vous éprouvez avec des choses hyper simples. Le fait d'avoir marché des heures ou grimpé des arbres dans l'après-midi, ça fait que chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de nourriture, elle a un goût, mais laisse tomber. Est-ce que c'est vraiment le cas, et est-ce que c'est aussi quelque chose que vous recherchez, en fait, de réapprécier des choses qu'on oublie, en fait, dans nos quotidiens classiques, quoi. Ouais, tout est décuplé. Et le gain aussi en reconnaissance, il est décuplé. Ça veut dire qu'après une journée fatigante où finalement j'ai pas accès à une douche bien chaude plusieurs jours d'affilée. Ouais. Et oui, quand je retrouve une douche d'affilée parce que quelqu'un m'a invité chez lui. Elle est savoureuse. Alors elle est savoureuse. Double dose de savon. Et j'ai vidé pas mal de ça chez les gens. Hein. Ils se rendent compte que c'est toi maintenant. Donc ouais, vraiment, tout est beaucoup plus savoureux. En nourriture, par exemple, c'est un truc qui t'a vraiment mis super bien sur tes périples et où vraiment tu t'en rappelles encore, quoi. Oui. En Italie, j'y suis là. Débloqué, incroyable. En Italie, des pâtes. Okay. En Italie, des pâtes. J'avais vraiment faim. Ça faisait des heures, mais vraiment des heures que j'avais pas mangé, et une journée à 40 km où t'as rien dans l'estomac. Il fait chaud en plus, j'imagine. Il fait chaud, un sac de 20 kilos sur le dos et l'estomac qui creuse et tout. Et j'ai trouvé un petit restaurant en bord de plage qui était le seul, quoi. Et je suis parti, j'ai dit, vous avez quelque chose... Parce qu'ils étaient en train de fermer. J'ai dit, oui, on a des pâtes.
et ces pâtes-là, Savoureux. avec une sauce, je sais même plus ce qu'il y avait dedans, tellement, mais c'était trop bon. Ça, je m'en souviens. Un goût de paradis. Et en fait, c'était aussi le décor. C'était le moment, c'était un mélange de plein de choses. Et l'effort, évidemment. Et l'effort, et ouais. Toi, Léo, sur ce côté, l'effort qui te permet d'apprécier des trucs que tu voyais plus forcément. La vie, des fois. Tout simplement. Tout simplement. Des choses, en fait, ça t'apprend, c'est là où je rejoins Mehdi, à réapprécier les choses les plus simples de la vie. Boire de l'eau, manger, se doucher, voir un petit papillon, j'en sais rien. En fait, c'est toutes ces choses-là où on n'en a pas besoin finalement parce on est rassasié en permanence. Et c'est vrai que quand on n'est plus rassasié, on se rend compte de l'importance de ces choses simples qui ont régi notre survie pendant des millions d'années. Et aujourd'hui, voilà, on a accès à tout ça, mais c'est vrai que de se replonger dans ça et d'en avoir besoin, ça fait du bien aussi à l'esprit. Et avec vous, messieurs, on avait envie de discuter aussi un peu de culture. Comment est-ce qu'elle peut nous donner envie de bouger ? Comment est-ce qu'elle peut nous aider à réinventer un autre monde qui n'est plus basé sur l'exploitation des gens, de la nature, mais plutôt sur la cohésion, le respect et le partage. Et d'ailleurs, ici, on ne binge-watch pas, on green-watch. On essaie de s'inspirer pour demain. Louisa, qu'est-ce que tu as green-watché ces derniers temps ? Alors moi, je voulais vous parler d'un doc, Notre planète a ses limites, c'est sur Netflix. Pendant les COP, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des limites planétaires, et si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, le doc vous l'explique extrêmement bien. En 2009, il y a des scientifiques qui ont identifié 9 limites qui ne peuvent pas être dépassées sans mettre l'humanité en danger. Il y en a 4 qui ont déjà été franchies. Donc il y a le climat, l'intégrité de la biosphère, la biodiversité et le renouvellement justement des nutriments dans le sol. 2 sont sur le point d'être franchis. Il y a l'eau douce et l'acidification des océans. Donc bref, ce documentaire, tu as des scientifiques qui viennent te raconter tout ça, qui ont découvert tout ça et qui viennent sonner surtout la sonnette d'alarme. Donc le docu raconte comment en 50 ans, l'humain a réussi à bouleverser la situation stable dans laquelle la Terre était depuis près de 10 000 ans. Donc dedans, encore une fois, tu as des scientifiques qui te l'expliquent extrêmement bien, mieux que moi. Mais c'est pas le doc le plus rassurant. C'est ça, c'est pas le doc le plus rassurant. Si vous êtes un peu éco-anxieux, je vous mets juste un petit warning ici. C'est pas un doc où on va parler forcément de solutions, même s'il y en a un petit peu. Mais on va parler plutôt de faits et de chiffres. Tu as une très bonne vulgarisation de ce que sont les limites. Tu as aussi des images chocs, des interviews d'éminents scientifiques et des effets spéciaux qui sont parfois un peu kitsch, un peu datés, mais qui servent justement le sujet. Donc on prend. Et puis tu as aussi une lueur d'espoir parce que dans les années 80, les scientifiques ont sonné l'alerte sur la disparition de la couche d'ozone. Ils ont été écoutés et ça a permis la reconstitution de cette couche d'ozone. Donc toujours écouter les scientifiques, c'est la morale que je tire de ces documentaires. Ils sont pas défaitistes du tout d'ailleurs. Ce qui est très clair, c'est que si on veut arrêter l'effondrement, va falloir stopper de penser à la croissance tout le temps et passer à des modes de consommation plus durables. C'est ce qu'on vous dit ici depuis le début finalement. Depuis le début, si vous écoutiez aussi vous. C'est ça. Et toi Val, quel est ton greenwatching du jour ? Alors moi aujourd'hui je me fais un petit kiff, vous le savez pas encore mais je suis un skateur à la retraite, voilà, j'ai skaté toute mon adolescence mais aujourd'hui ma carrière elle est un peu derrière moi. Mais je continue de suivre un peu l'actu du skate et récemment je suis tombé sur un compte Instagram qui s'appelle Switch Green, donc un jeu de mots avec le fait de passer au vert, Switch Green et la figure, le trick Switch Grind. Et en fait ce compte il parle de quelque chose qui est tout à fait résumé dans la bio, des réflexions écologiques autour du skateboard. Récemment, il a par exemple fait des mèmes sur les grosses compétitions internationales type Street League, donc des événements qui drainent la crème des skateurs du monde entier, mais qui bien souvent vont prendre un avion pour quelques jours de contest. Alors ça, c'est pour les boss de fin du skateboard, mais ça peut aussi concerner les amateurs. Barcelone, par exemple, c'est une ville qui est considérée comme la Mecque du skate parce qu'il y a énormément de spots. Eh ben, Switch Green, il conseille, si on veut y aller, plutôt que d'aller faire son trip en avion, d'essayer de se mettre avec 2-3 potes, faire un covoit, prendre un train et s'éviter quelques tonnes de CO2 au passage. Et Switch Green, il parle aussi du côté matos, c'est ça ? Ouais, par exemple des planches, alors ça peut paraître anecdotique mais c'est toujours mieux d'en choisir une dont le bois est géré durablement. Pareil, les pro skaters qui à la fin d'une vidéo pètent leurs planches, est-ce que c'est nécessaire ? Et même chose pour les skateparks, tu vois, on peut se poser des questions. Aujourd'hui on sait que l'artificialisation des sols ça détruit la biodiversité et qu'un parc en béton ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'émissions de CO2 à la fabrication. Et même si le skate il contribue de manière très minime à cette artificialisation, Switch Green il rappelle que tout le monde est concerné et qu'il n'y a pas de petit effort. Et ce compte il s'adresse pas forcément qu'aux skateurs. Bah ouais, moi je trouve que ce que ça montre c'est que tout le monde, qu'on soit DJ, skater, qu'on fasse de la poterie ou de l'escalade, il y a toujours des paramètres à améliorer dans nos disciplines, dans nos cultures pour respecter un peu la planète et participer à cette transition écologique. Donc voilà, je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Switch Green sur Insta et Notre planète a ses limites sur Netflix, c'était nos greenwatching du jour.
Demain le monde, avec Valentin et Louisa. Et si on vous raconte tout ça, c'est parce qu'on est persuadé ici dans Demain le monde que la culture dans toutes ses formes, elle peut nous aider à réfléchir à nos façons d'habiter le monde, elle peut nous permettre de créer, d'en créer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et moi justement, je voulais savoir si à votre échelle, vous inspiriez aussi des gens à changer de vie. Est-ce que Mehdi, il y a des gens qui te suivent, qui t'écrivent, qui te disent mais moi aussi je me suis lancé un défi. Est-ce que tu as ce genre de retour de temps? Ouais, ça m'arrive énormément. Des gens qui se sont lancés aussi dans des marches, à qui j'ai donné envie d'essayer la randonnée et tout. Et franchement, c'est une récompense. Ça fait trop plaisir de pouvoir motiver les gens à aller marcher. En vrai, c'est si simple. Il y a des gens qui disent que tu les as motivés à marcher, mais j'imagine qu'il y en a aussi qui te disent tu m'as motivé à faire d'autres choses. En fait, oui. C'est le sens du défi aussi. Exactement, c'est vrai. Et je repense à ce message-là, ce DM-là que j'ai reçu. Il y a un mec qui m'a dit, j'avais la flemme de faire mon devoir et j'ai pensé à un mec qui est en train de marcher jusqu'en Algérie. Je me suis dit, allez, je vais faire mon devoir. Ah ouais, c'est vraiment tout type de motivation. Est-ce que toi, Léo, il y a aussi des gens qui se rapprochent de la nature après avoir vu tes vidéos? Moi, je pense que c'est la meilleure, justement, récompense de voir ces gens ces retours, ces gens qui m'envoient des vidéos de tout âge, de tout genre, de tout pays, qui m'envoient ces vidéos. Ils sont pieds nus dans la nature, dans un arbre, j'en ai plein. Au début, je rigolais parce que je me disais c'est marrant, ils font comme moi et tout, mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un véritable impact en fait et un mouvement, un petit mouvement à mon échelle aussi qui s'est créé. Et ça, je trouve ça génial. C'est une fierté. Ouais, c'est une petite fierté parce que tu sais, tu commences, t'es dans ton délire et tu te retournes et tu vois qu'il y a plein de gens et je trouve ça génial en fait. Et on parlait de culture il y a un instant et ça tombe bien parce que on parle souvent de la bataille culturelle avec l'extrême droite qui veut imposer ses sujets un peu partout et souvent il y a l'insécurité, c'est leur grand truc, elles en parlent tout le temps. C'est vrai que toi Mehdi, tu t'es lancé le défi de traverser la France aussi, mine de rien. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça aussi, à comment tu pouvais être reçu en sortant de ta vie? Lors de ma première marche en 2015, j'avais des petits a priori en me disant voilà, je suis un rebeu, peut-être je vais tomber sur des gens qui veulent pas que je sois là et tout. Et tout s'est envolé dès les premiers jours où j'étais invité partout, dans tous les petits villages où je passais. Et finalement, j'ai même pas envie de dire c'était c'était dans la tête, mais c'était parce que peut-être je regardais trop la télé ou je sais pas. En tout cas, c'était des a priori et ils ont très vite disparu au bout de 2 jours de marche. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a moins d'insécurité en France que ce qu'on aimerait nous faire croire? Bah oui. C'est ce que tu révèles. J'ai même envie de dire dans le monde. Bon messieurs dames, après c'est vrai que toi t'es un mec aussi, pour une femme c'est encore différent, je pense que c'est bien de le souligner, mais en tout cas merci de le dire à ce micro. Merci beaucoup les gars, cette émission touche malheureusement à sa fin. Voilà, vous l'avez compris, Demain le monde c'est l'émission où on refait le monde, où on s'autorise à en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les hommes. On remercie très fort tous nos invités de la semaine, MC Danse pour le climat, Sunboy, Ferris Barkat, Salomé Saké, Léo Urban et Mehdi. Merci beaucoup les gars, c'était trop cool de vous avoir. Merci à vous, c'était super. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en replay sur l'application Radio France, sur les plateformes de streaming, sur la 2e chaîne YouTube de Move aussi. Louisa, un petit mot de la fin pour clore cette semaine spéciale? Oui, on a fait plein de rencontres hyper enrichissantes je trouve et n'hésitez pas vous à nous faire des retours, nos réseaux sont ouverts. Carrément, et la preuve que inventer un autre monde, c'est peut-être possible. En tout cas, on a des volontaires. Merci à Nico et Pierre à la technique. Merci à Benjamin à la vidéo. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt peut-être. D'ici là, prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, ciao.